Dernière partie sur les verres, c'est la partie vitrage isolant. Vous avez cette feuille de route pour y voir plus clair, pour résumer les informations. Pour commencer, un vitrage isolant, il faut le voir comme étant constitué de 2 feuilles, voire 3 feuilles de verre, qui ont été collées avec du silicone contre des intercalaires. Une fois collé, on va sceller le tout avec un joint butyl. Cet intercalaire contient ce qu'on pourrait comparer à une litière à chat. C'est un produit dessiccatif qui va absorber les éventuels résidus d'humidité qui seraient présents entre 2 couches de verre. Petite vidéo sur la fabrication d'un verre isolant. Le choix de l'intercalaire a une grande importance au niveau de la condensation. L'intercalaire peut générer un pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur et provoquer de la condensation, suivant son matériau. Pour une situation où on a 20 degrés à l'intérieur, 50% d'humidité relative et une température extérieure hivernale en dessous de 0 degré, suivant l'intercalaire, on aura le risque de voir apparaître de la condensation. Alors, par exemple, pour un intercalaire en alu, ce risque apparaît déjà à partir de moins 3,8 degrés, risque de condensation. Par contre, pour un intercalaire en acier inox ou un mélange d'acier inox et de matière synthétique, c'est qu'à partir de moins 10 et des poussières que de la condensation risque d'apparaître. Les fenêtres n'ont pas toujours été équipées de verre isolant. Pendant longtemps, on avait des simples vitrages, donc une seule feuille de verre séparait l'intérieur chauffé de l'extérieur glacial, ce qui engendrait énormément de déperdition thermique. L'équivalent en énergie consommée, c'était 40 litres de mazout consommés par année et par mètre carré de vitrage. Ce qui correspond, si on veut parler de valeur technique, à une valeur U de 5. Au fil du temps, on a doublé ces feuilles de verre, on les a séparées par un gaz sec, souvent constitué non pas de l'oxygène et d'azote, mais d'argon, un peu plus isolant que l'air que nous respirons, ce qui a permis d'abaisser la consommation d'énergie de 2. On a passé de 40 à 20 litres de mazout consommé par année et par mètre carré de vitrage, valeur U de 2,5. Puis on s'est dit par la suite que si on rajoutait une couche sélective, donc une fine couche d'argent sur le verre intérieur, on pourrait encore retenir les rayons infrarouges, ce qui correspond à la chaleur des radiateurs, les empêcher de sortir vers l'extérieur. La consommation de mazout a chuté à 8 litres par année, soit un coefficient de 1. Et puis aujourd'hui, on observe de plus en plus la production de fenêtres à triple vitrage, avec une voire 2 couches sélectives toujours à l'intérieur de ces vitrages, ce qui permet d'abaisser la valeur U à 0,7, la consommation de mazout à 5,5 litres, contre 40 pour les toutes vieilles fenêtres. Un petit schéma ici pour bien comprendre comment fonctionne un verre dernière génération, actuel. Ici on a un triple vitrage avec une couche sélective qui est placée du côté chauffé. En hiver, l'intérieur du bâtiment est chauffé, c'est de ce côté-là qu'on mettra la couche sélective. C'est une petite couche d'argent très fine, elle laisse passer la lumière, le verre reste transparent, mais par contre cette couche va empêcher le rayonnement infrarouge généré par le chauffage de migrer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Cette couche va empêcher une bonne partie de cette chaleur sous forme de rayonnement de partir vers l'extérieur. Alors bien sûr, il y a un peu de chaleur qui part quand même vers l'extérieur. Ce qui part à l'extérieur, c'est justement le coefficient U qu'on a vu tout à l'heure.
Jusqu'à présent, on parlait de coefficient de conductibilité thermique, coefficient U. Ici, quand il s'agit d'une construction qui comporte du verre, ce coefficient U prend un petit g à côté. Mais le principe reste le même. Plus cette valeur est faible, mieux c'est. Plus ça isole. Sur certains bâtiments qui sont faits de façade en verre, sur des vérandas, sur des verres de toiture par exemple, pour une grande exposition au soleil, on peut limiter la pénétration d'énergie solaire à l'intérieur du bâtiment pour éviter de trop transpirer, d'être dans une serre. Alors là aussi, on aura une couche sélective qu'on appellera ici couche réfléchissante qui va empêcher une partie de la chaleur naturelle de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ce qui va y rentrer sera aussi chiffré, et ce chiffre sera précédé de ce petit G. La valeur G, c'est la transmission énergétique totale qui rentre à l'intérieur du bâtiment. On parle aussi de facteur solaire, le facteur G. Les différentes couches sélectives ou réfléchissantes que l'on peut apposer sur un verre sont là pour contrer le phénomène de transfert thermique par rayonnement. En réalité, il ne faut pas oublier qu'il existe deux autres phénomènes. La conduction, c'est-à-dire que la chaleur, lorsqu'elle est en contact avec un verre, elle va commencer par traverser une couche solide. Ici, on parle de conduction. Une fois qu'elle l'a traversée, elle va être en contact avec un gaz. Ici, on parlera de transfert thermique par convection. Et puis, elle terminera sa course, à nouveau, par un phénomène de conduction. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces deux phénomènes ne sont responsables que d'un tiers des déperditions. En revanche, le rayonnement est responsable, lui, de 2/3 des déperditions d'un verre isolant. Lorsqu'on place une couche sélective, on agit justement sur ces déperditions majoritairement causées par le rayonnement. C'était la chose à faire, en fait, c'était agir sur ce problème de rayonnement. Alors la couche sélective limite ce type de déperdition. Donc pour résumer, on a deux feuilles de verre, séparées par un gaz isolant, généralement de l'argon ou du krypton. On a une couche sélective, c'est une feuille d'argent, très fine, qui choisit qui elle laisse passer. T'as une onde infrarouge naturelle, issue du soleil, je te laisse passer. Par contre, je te détecte en tant qu'onde infrarouge artificielle, issue des radiateurs, je te laisse pas passer. D'où ce terme sélectif. Maintenant, une petite astuce toute simple pour savoir si votre vitrage isolant comporte une couche sélective. Vous mettez à l'intérieur, côté appartement, vous prenez une allumette, vous l'allumez et vous regardez les reflets qui seront générés par chacune de ces feuilles de verre. Chaque feuille va générer 2 reflets. En principe, le deuxième reflet aura une couleur légèrement différente, puisque ce sera la couche sélective qui produira ce reflet. Généralement, la flamme est un peu verdâtre. Si tout d'un coup, ce reflet verdâtre devait apparaître en troisième position, c'est que votre verre est monté à l'envers. Ou alors que vous vous trouvez dans une tour en verre, où là, on n'a plus à faire une couche sélective, mais une couche réfléchissante. Mais pour une villa individuelle, c'est toujours le deuxième reflet qui doit apparaître différemment des autres. Jusqu'à présent, on étudiait tout ce qui permettait d'empêcher la chaleur de sortir vers l'extérieur. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de chiffrer, c'est la chaleur naturelle qui peut rentrer à l'intérieur de l'habitation. Alors cette chaleur naturelle sera forcément freinée par les différents matériaux qui vont constituer le verre. Le solide, le gaz, éventuellement les couches réfléchissantes. Donc sur un verre, sur une fenêtre que vous achetez, vous aurez toujours un facteur, le facteur G, le facteur solaire, qui détermine quelle est la quantité d'infrarouge, donc de chaleur naturelle,
qui pourra pénétrer au travers d'un vitrage. Si vous avez un facteur de 65%, c'est que le vitrage a freiné 35% de la chaleur naturelle et qu'il en laisse passer 65%. Ce qui est important aussi pour un vitrage, c'est évidemment la transmission de lumière. Alors on a un facteur ici LT, Light Transmission, transmission lumineuse. C'est la quantité de lumière qui pourra pénétrer à travers votre vitrage. Ici, dans le cas présent, avec un facteur ou une valeur de 80%, le vitrage, par sa matière, par ses couches réfléchissantes ou ses couches sélectives, va limiter la pénétration de lumière de 20%. Pour ce qui est de l'isolation phonique des vitrages, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'une simple feuille de verre ne fera pas l'affaire. Un simple vitrage ne va quasiment pas réduire le transfert des bruits. Un vitrage standard, c'est-à-dire 2 feuilles de verre de 4, un intercalaire de 16, un gaz rare à l'intérieur comme de l'argon, là on diminue déjà les bruits. On les divise par 1,3, ce qui n'est pas exceptionnel, donc ce type de verre n'est pas considéré comme verre phonique. Pour qu'un verre soit phonique, il y a 2 solutions. Dans les 2 cas, on va doubler le vitrage extérieur, donc 4 mm à l'intérieur, 8 à l'extérieur, soit 8 massifs, soit 2 x 4 avec un PVB, donc un feuilletage au centre. Si on arrive à un meilleur affaiblissement acoustique ici, c'est qu'on multiplie les densités. On a des densités élevées au niveau des verres, une densité faible au niveau de l'air, puis une densité moyenne au niveau du plastique qui constitue ce feuilletage. On a un assemblage asymétrique dans les 2 cas, ce qui va provoquer un affaiblissement massif de l'onde sonore. Dans les 2 cas, la solution c'est d'avoir un verre plus épais, et dans les 2 cas également, ce verre plus épais se mettra toujours à l'extérieur, puisque c'est à l'extérieur qu'on aura par exemple une autoroute, une voie ferrée, un aéroport, où là c'est très strict, on devra poser des verres phoniques, ou simplement une rue bruyante. Il y a un bar en dessous, alors on met des verres phoniques. Maintenant, quel que soit le type de verre, il faudra vous veiller si vous êtes amené à en poser en altitude. Les verres sont en général produits en plaine, les usines sont plutôt en basse altitude, proche du niveau de la mer, et puis à partir de 900 mètres, il faut avoir quelques précautions. Un verre qui était produit en plaine, il aura une pression équilibrée entre l'extérieur et l'intérieur. Puis quand on le monte en altitude, où la pression atmosphérique diminue, le risque c'est qu'on ait une surpression à l'intérieur du verre par rapport à la dépression qu'il y a à l'extérieur. Donc le risque c'est qu'il éclate. Alors pour prévenir ce risque, il y a 2 solutions. La première c'est à l'usine. On a toute une série de vitrages à fabriquer, on sait qu'ils vont aller en altitude. Eh bien on va les fabriquer avec une légère dépressurisation. On les fabrique en sous-pression, donc le verre apparaîtra légèrement concave, et puis arrivant en altitude, il reprendra son équilibre, puisque la pression atmosphérique à l'extérieur aura diminué, le verre redeviendra parfaitement plat. Pression équilibrée à l'intérieur et à l'extérieur. L'autre solution, c'est que vous avez un verre qui a une pression standard à l'intérieur, mais qui a un dispositif qui permettra, une fois arrivé en altitude, de dépressuriser votre verre, d'équilibrer la pression atmosphérique. Une petite valve qui permettra de faire sortir un peu de pression à l'intérieur du verre isolant. Et ainsi, on retrouve un équilibre, et là aussi des vitrages parfaitement plats. Dans les précautions aussi, le vitrage d'un guichet ne se fait pas n'importe comment, souvent ce sont des professionnels qui viennent vitrer vos fenêtres. Si vous le faites vous-même, attention, déjà le premier point important c'est le jeu sur le pourtour. Le bois va travailler, le verre beaucoup moins, laissons de la place au bois pour qu'il travaille, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, le calage a une grande importance. Il y aura des calages de distance, pour éviter que le verre
partent en fonte battue tout d'un coup lors du transport. Et puis surtout des cales d'assises. Alors les cales d'assises sont en lien avec le ferrage du guichet. Il faut que le poids du verre soit concentré du côté des fiches. Donc l'idée c'est de caler le verre à l'opposé des fiches dans la partie supérieure et côté fiche dans la partie inférieure. Ainsi, tout le poids du verre va se retrouver concentré ici, au coin inférieur côté fiche. Les cales de distance ne sont pas là pour supporter la charge, elles sont là juste pour prévenir un décalage du verre, principalement lors du transport.